Bonjour chers abonnés, aujourd'hui je vais traiter une thématique qui est actuellement très en première position, si j'ose dire, dans les préoccupations des collectivités locales. Je veux parler des dépôts d'espèces ou les retraits d'espèces des régies, donc les régies des collectivités locales. Alors je ne vous cache pas que c'est vraiment la grosse préoccupation du mois d'avril 2021 à la suite de publications qui ont été faites par le ministère des Finances. Alors c'est vrai que là, les collectivités ont été un peu prises de court devant ces publications qui ont été faites sur son site internet et maintenant il convient un petit peu d'expliquer, de revoir un petit peu comment c'est arrivé, car ce n'est pas arrivé comme ça, comme une lettre à la poste, non, pas du tout. Il y a quelque chose qui est arrivé, mais que, bon, finalement, les collectivités locales ont fait mine finalement d'ignorer, alors que c'était déjà en place depuis un certain moment. Et donc le but de cette vidéo, c'est de retrouver un petit peu les origines de ce projet, pourquoi on est ici et où c'est qu'on va. Alors j'y vais. Alors je vais commencer d'abord par la genèse. Alors la genèse de ce projet, vous la retrouvez notamment dans le projet de loi de finances pour 2019. Donc c'est pas sorti hier, c'est sorti quand même depuis un petit moment. Alors donc ça a été examiné et voté en décembre 2018. Et donc c'était déjà non pas dans le cadre d'un petit amendement, comment dire, saugrenu de la part d'un député ou d'un sénateur, pas du tout, c'était carrément dans le projet de loi de finances, donc dans le projet d'article 63. Alors j'ai pris le soin de vous laisser les commentaires qui étaient faits sur le texte, je vous fais quand même l'économie de ce texte. Alors il est dit quoi? Il est dit que la mesure qui a été proposée, donc ça fait partie du plan de transformation du ministère de l'Action et des comptes publics. Donc effectivement, c'est une mesure. Donc dès lors qu'on fait donc de l'encaissement et du décaissement grâce à un prestataire privé, donc effectivement, ça s'inscrit dans ce plan de transformation. Alors je ne vous cache pas que ce n'est pas le seul axe de transformation, mais c'est quand même intéressant de le noter. Alors que dit ce passage? Il dit sont concernées l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissement qui peuvent être effectuées par les comptables publics. Alors ce n'est pas uniquement les régies des collectivités locales, c'est vraiment général. État, collectivité locale, établissement public. Donc, alors, certes, il y a un certain nombre d'exceptions qui sont prévues, notamment lorsque vous touchez notamment à l'encaissement de la fiscalité européenne ou des impositions douanières. Donc effectivement, là, il y a par contre là une impossibilité, mais le principe de base, sauf exception, c'est remettre, confier à un partenaire privé cet encaissement. Alors, quel est l'horizon qui est posé? On le voit juste dans le paragraphe suivant, c'est normalement entre 2 et 3 ans qui suit le vote de la loi de finances pour 2019. Nous sommes en 2021, nous sommes exactement dans le timing envisagé par l'État au moment du vote de la loi. Alors, l'État propose quoi? Il rappelle qu'il y aura des progrès en matière de sécurité des agents, de redéploiement des missions qui seront moins mécaniques. Donc quelque part, il présente, je dirais, un aspect positif pour les agents de la DGFiP. Donc ils ne seront plus sur des tâches que je qualifierais pauvres en compétences, mais plutôt ils se tourneront vers des missions d'accompagnement des usagers et des collectivités locales. Donc cette DGFiP devient conseillère des collectivités locales et laisse à d'autres partenaires le soin de gérer la, les entrées et sorties d'argent. Alors bon, il rappelle bien évidemment qu'il y aura quand même des garde-fous. C'est que bien évidemment ces prestataires qui seront choisis dans le cadre d'un marché public devront quand même avoir une comptabilité séparée et c'est pour ça aussi que j'ai préféré le mettre jusqu'au bout. Donc l'équivalent un peu d'un budget annexe qui permettra donc aux agents chargés des vérifications de pouvoir isoler les montants encaissés, décaissés. Donc on voit le projet. Le projet, je ne vous cache pas qu'il a fait quand même l'objet de débats très vifs au sein du Parlement, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, mais je ne cache pas que le Sénat a été aussi
très en pointe aussi pour dénoncer un certain nombre de dérives. Alors qui c'est qui soutient ce projet? Mais bien évidemment le gouvernement, et donc notamment le ministre de tutelle du moment, donc je veux parler d'Olivier Dussopt, donc le ministre délégué chargé des comptes publics. Vous avez aussi Joël Régiraud, qui est le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Alors j'ai jugé utile de rappeler un petit peu qu'est-ce qui a été dit en la faveur de ce projet. Alors je reconnais que Joël Giraud a été vraiment a adopté un profil très bas pour dans son rapport général parler de ce passage, de cet article, puisqu'il n'a fait qu'un copier-coller de ce qui a été indiqué dans le projet de loi de finances. Donc autant dire, sur ce domaine-là, il a été vraiment très discret. Alors s'il a été très discret dans la présentation de son rapport, par contre, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, là par contre, il s'est déchaîné, puisqu'on voit qu'il met « je suis défavorable au projet de suppression de cet article, je signale quand même que les buralistes vendent d'ores et déjà des timbres fiscaux. Je pense très sincèrement qu'à cet appel d'offres répondront un certain nombre d'opérateurs comme les buralistes ou la Poste qui ont bien besoin d'être confortés dans leurs nouvelles activités pour garantir leur modèle économique. » Donc je dirais que Joël Giraud rajoute une dimension qui n'était pas au départ envisagée par l'État, c'est de dire finalement de transférer cette activité à des opérateurs privés, bien évidemment, c'est un acte aussi de soutien économique vers ces branches-là. Bon, on peut le voir comme ça. Alors Olivier Dussopt a aussi rajouté un autre argument qui ne figurait pas, je dirais, dans le projet de loi, c'est de dire, eh bien, il n'y aura pas de coût pour l'usager, mais alors qu'on soit bien clair, aucun coût pour l'usager, ça peut être le quidam, comme la collectivité locale. Donc, lorsqu'un redevable est amené à se procurer un thème fiscal auprès d'un buraliste, il n'y a aucun coût supplémentaire. C'est dans cette perspective-là que nous nous inscrivons. Alors c'est vrai que vu comme ça, on pourrait dire, bon, effectivement, on pourrait souscrire à ce mouvement de généralisation en définitive. Seulement voilà, s'il y a des promoteurs, vous avez des opposants, et des opposants qui ne sont pas toujours d'accord, et j'ai, pris soin de bien noter un petit peu ces opposants, dont l'un qui est assez célèbre avec Jean-Luc Mélenchon, Valérie Rabault, donc, qui est du Parti Socialiste, et Stéphane Peu, qui est député de Seine-Saint-Denis, donc un département quand même plutôt à gauche. Alors, les premières propositions qui ne sont pas annotées sont du député Peu, qui dit quoi? Nous proposons la suppression pure et simple de cet article pour deux raisons. D'une part, la gestion des espèces doit rester une mission de l'État, donc pas de démembrement de l'État s'agissant des finances publiques. D'autre part, il faut mieux considérer nos concitoyens et ne pas creuser la fracture numérique. Et oui, effectivement, le fait de ne pas laisser cette possibilité aux concitoyens de ne pas pouvoir donc régler leurs factures en espèces donc auprès des services de l'État, ça peut créer des disparités. Il faut les respecter, ces citoyens, et surtout ne pas les renvoyer vers des plateformes privées, ce qui aura forcément un coût supplémentaire pour les usagers modestes. Donc effectivement, le maintien dans le giron de l'État, finalement, c'est quand même la volonté d'assurer une certaine forme d'égalité entre les citoyens. Alors bon, Mélenchon rajoute aussi, aucun organisme privé n'acceptera d'accomplir une mission de service public gratuitement. Rien que cela justifierait qu'on récuse cet article 63. S'y ajoute une raison de principe que vous devinez, nous sommes absolument hostiles au fait d'autoriser l'encaissement de recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public. Donc effectivement, là, il y a vraiment c'est idéologique, cette opposition. Il y a fait Mme Valérie Rabault rajoute aussi les paiements qui ont pu être faits, donc les volumes de paiements en numéraire qui ont pu être faits. Et donc effectivement, c'est toujours intéressant de voir cette discussion qui a pu s'opérer donc au niveau de l'Assemblée nationale dans les deux camps. Alors, à l'issue de cette discussion qui a quand même été aussi rebondir au Sénat, puisque le Sénat s'y opposait carrément, et il a fallu attendre que l'Assemblée nationale en deuxième lecture rétablisse cet article. Donc vous voyez,
en surlignage donc un article 201 de la loi définitive pour 2019. Vous avez un petit dé, vous voyez l'encaissement des recettes reversées par les régisseurs. Alors le mot régisseur n'était pas prévu au départ dans le projet initial et il a été rajouté par le député Giraud, donc le rapporteur de ce projet de loi. Donc aussi bien en encaissement qu'en réapprovisionnement. Voilà le texte tel qu'il est sorti. Vous avez un espace de temps de 2 à 3 ans et donc effectivement nous sommes maintenant en application pour ces régies. Alors premier pas qui a été franchi dès 2020, c'est le choix du partenaire des collectivités locales en matière de régie, ce sera la Banque Postale. Donc la Banque Postale, vous la connaissez en tant qu'usager simple, mais pour ce qui est des régisseurs, donc c'est la Banque Postale qui sera chargée de l'accueil des régisseurs. Dans la relation que nous aurons, donc dorénavant, les régisseurs ne pourront effectuer un dépôt auprès de la Banque Postale, un dépôt qui sera inférieur à 50 euros. Ça, c'est clair. Ce dépôt se fera, alors je le précise bien, sous sac scellé, mais sac scellé séparé, je m'entends. Donc les espèces billets ne pourront pas côtoyer les espèces monnaie. Donc il faudra vraiment deux sacs bien distincts. Je dirais que cette nouvelle procédure générera bien évidemment un dépôt à tout moment. Dans le cas d'une plateforme qui ça leur rappellera LBP, elle sera ouverte tous les jours. Et je dirais que bien évidemment, il faudra quand même un code barre qui sera donc joint à ce dépôt pour permettre donc le dépôt auprès des bureaux de la Banque Postale. Pour autant, c'est quelque chose qui sera un peu bizarre. Il n'y aura pas de décompte, donc de comptage contradictoire des sommes déposées. Donc ce sera la responsabilité de la Banque Postale d'assumer les erreurs éventuellement qui pourraient se produire dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Si vous faites un dépôt, il faut être bien clair. Si je fais un dépôt le jour J, la prise en compte sur le compte de la régie ne pourra se faire qu'avec un décalage N plus 2. Donc autant dire, ok, c'est gratuit pour la collectivité qui va déposer ou retirer des espèces sur son compte. Pour autant, cette prise en charge est faite par l'État, des coûts de tenue de ses comptes, mais pour autant la collectivité pendant 2 jours ne verra pas ces espèces déposées sur son compte, et c'est quand même bien embêtant. Alors certes, l'État au passage n'aura plus à assumer les frais de personnel, mais par contre il sera amené à engager, donc à payer, rémunérer la Banque Postale pour ce service rendu. Alors c'est clair que c'est un dispositif qui peut amener à se poser des questions sur le maillage territorial. Un maillage territorial qui ne sera pas toujours évident. Est-ce que la présence du nombre de bureaux de poste finalement compensera et de loin le retrait de la DGFiP de cette activité? On peut se poser des questions, notamment aussi pour des régies qui sont amenées à gérer des sommes importantes. Quid pour le régisseur qui va amener ces sommes donc à la Banque Postale? Il y a quand même la gestion du risque, hein. On devient quelque part convoyeur de fonds malgré soi en tant que régisseur. Ça obligera à se reposer des questions en termes de responsabilité, chose qu'on ne voit pas actuellement dans le dispositif. Que va devenir le régisseur lorsqu'il amène que va devenir la responsabilité du régisseur si d'aventure il y a une erreur? Ok, il n'y a pas de comptage contradictoire. Ce sont des questions qui mériteront d'avoir des réponses là-dessus. Alors, ok, nous avons vu le dispositif tel que ça se présentera. Il est clair que la Banque Postale, en relation avec la DGFiP, va faire en sorte que on puisse avoir des personnes désignées pour cette opération. Il y aura donc une application qui va s'appeler DigiFiP et donc qui va permettre donc la comptabilisation de ces dépôts ou réapprovisionnement de la régie. Alors, comment réagir par rapport à cette
nouvelle donne en matière de régie? Eh bien, il faut bien voir qu'il y a quand même des choses qui sont apparues à la faveur de cette loi. Il faut bien avoir à l'esprit que depuis l'année dernière, donc en 2020, vous avez le contribuable, peuvent payer des factures depuis un certain nombre de magasins, de buralistes, pardon. Il suffit d'utiliser, je l'ai mis sur le document, d'apposer un data matrix sur la facture en question. Donc effectivement, vous avez une certaine souplesse qui va être prévue pour le paiement. Je rappelle aussi que en parallèle, vous avez la possibilité pour les collectivités locales qui sont dotées d'un site internet, et je pense quand même maintenant elles sont quand même de plus en plus nombreuses, elles ont la possibilité d'utiliser l'application qui s'appelle PayFip. Cette application donc permet de proposer un système de paiement en ligne, donc effectivement par carte bancaire, mais pas uniquement. Vous avez la possibilité de prévoir un prélèvement unique. Je dirais que c'est bien pour les personnes intégrées. Je rappelle qu'il y a quand même une frange de population qui ne dispose pas de la carte bleue, qui sont des interdits bancaires, et on peut se poser la question sur les conséquences qui vont être quand même embêtantes pour cette catégorie de personnes qui n'ont que finalement que le livret A en guise de compte pour leur permettre soit d'encaisser ou de décaisser le moment venu. Donc c'est vraiment un dispositif qui pose question, qui interroge. L'État doit avancer, doit faire des gains de productivité, mais l'État aussi doit permettre à tout un chacun de pouvoir s'acquitter de ses dépenses et permettre donc un excellent maillage du territoire et une bonne finalement intégration des gens. C'est un beau débat qui s'ouvre et j'espère que cette vidéo a pu vous replacer cette réforme qui ne date pas de hier mais qui date quand même depuis déjà 2 ans. Je vous remercie et puis surtout, abonnez-vous.